Au dîner, j'ai surpris ma mère et ma sœur falsifiant ma signature pour piller mon héritage. J'ai souri et j'ai écouté. Elles ignorent que le compte contient 1 euro et une alerte rouge. Fin de la partie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Votre soutien est précieux pour nous. Si cette histoire vous intéresse, laissez un j'aime. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous venez, indiquez-le nous dans les commentaires. C'est parti! Je m'appelle Adeline, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais cru qu'un simple dîner de famille dans notre maison de la campagne aixoise ressemblerait à un guet-apens. En tant que spécialiste en communication, je suis formée pour déceler la manipulation dans les discours, les regards, les silences. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce que j'allais découvrir. Au dîner, ce soir-là, j'ai surpris ma mère et ma sœur en train de falsifier ma signature pour piller l'héritage de ma grand-mère. J'ai souri, j'ai écouté. Elles ignoraient que le compte ne contenait qu'1 euro et une alerte de sécurité prête à se déclencher à la moindre tentative. Fin de la partie. Le soleil de Provence, d'habitude si doux et réconfortant, jetait des ombres longues et inquiétantes sur la petite route que je connaissais par cœur. Chaque virage, chaque platane, chaque champ de lavande endormi par l'automne me rappelait une enfance qui me semblait de plus en plus lointaine, presque étrangère. Le texto de mon père, Didier, était tombé quelques heures plus tôt, aussi sec qu'un coup de trick, dîner de famille ce soir. Sujet important. Mon estomac s'était instantanément noué. Les sujets importants dans ma famille n'avaient qu'un seul nom, Morgane. Ma sœur aînée. Une nouvelle dette à payer, un nouveau caprice à financer, une nouvelle catastrophe à étouffer. En me garant dans l'allée de gravier qui crissait sous les pneus de ma vieille Clio, j'ai senti que l'air était différent. Lourd, chargé d'une électricité anormale. C'était le calme oppressant qui précède un violent orage. Ma mère, Martine, m'a ouvert la porte, son visage fardé d'un sourire si large qu'il en était douloureux. Son étreinte fut trop longue, presque désespérée. Adeline, ma chérie, tu es là. Entre vite, la daube provençale est presque prête. L'odeur familière du plat que ma grand-mère lui avait appris à cuisiner, ce plat des grandes occasions, aurait dû me rassurer. Au lieu de ça, elle m'a donné la nausée. C'était l'odeur de la manipulation, le parfum qu'elle utilisait pour anesthésier ses victimes avant de frapper. Mon père était avachi dans son fauteuil en cuir, faisant semblant d'être absorbé par son journal. Un simple grognement en guise de bonjour. Morgane, elle, était allongée sur le canapé, tapotant nonchalamment l'écran de son téléphone dernier cri, un nouveau sac de créateur posé à ses pieds comme un trophée. Elle a levé les yeux à peine une seconde. Salut. Je vais juste prendre un verre d'eau, ai-je murmuré, cherchant une excuse pour fuir cette pièce où l'hypocrisie était si dense qu'on pouvait la toucher. C'est en passant devant la petite table d'appoint en chêne dans le couloir, celle où ma mère posait le courrier, que je les ai vus. Une pile de documents bancaires. Mon sang s'est glacé. Tout en haut de la pile, une feuille avec un en-tête officiel, Fiducie Geneviève Dubois. Et juste en dessous, sur la ligne pointillée d'un formulaire de virement, mon nom. Ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. C'était une imitation grossière, maladroite. L'écriture tremblante de quelqu'un qui essaie de copier quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Une vague de chaleur m'a submergée, partant de mes pieds pour monter jusqu'à mon visage. La rage. Pure, blanche, incandescente. Ils étaient là, à quelques mètres, préparant leur trahison à la vue de tous, convaincus de leur impunité. Mais la voix douce de ma grand-mère, Geneviève, a résonné dans le chaos de mes pensées, comme un mantra apaisant, le calme est une arme, ma chérie. La colère est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. Laisse-les se révéler. Laisse-les tomber dans leur propre piège. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une grande inspiration, et quand je les ai rouverts, la rage avait laissé place à une détermination froide comme l'acier. J'ai affiché mon plus beau sourire, un masque parfait de normalité, et je suis retournée dans le salon. Le spectacle allait commencer, et j'étais prête. J'avais le meilleur rôle. Et ce n'était que le début. Avant que je vous raconte en détail comment j'ai complètement retourné la situation contre eux, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. De quelle ville,
de quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Mettez-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, car cette histoire de famille est sur le point de devenir très, très compliquée. Mes plus beaux souvenirs d'enfance ne se sont pas déroulés dans cette grande maison froide, mais dans le petit appartement chaleureux de ma grand-mère, au cœur du vieil Aix. Geneviève n'était pas seulement ma grand-mère, elle était mon allié, mon refuge, mon professeur de vie. Chaque dimanche matin, notre rituel était sacré. Nous allions au petit café du coin, chez Monsieur Paul, un vieil homme charmant qui nous réservait toujours la même table près de la fenêtre. L'odeur du café frais et des croissants chauds se mêlait à celle des vieux livres de la bibliothèque. C'est là, devant un grand café crème, qu'elle m'a tout appris. Elle m'a appris la gestion financière avec une simplicité déconcertante. Le jour de l'épiphanie, elle a utilisé la galette des rois pour m'expliquer le budget. Tu vois, Adeline, disait-elle en coupant les parts avec précision. Cette grande part, c'est pour les besoins essentiels, le toit sur ta tête, la nourriture dans ton assiette. Celle-ci, un peu plus petite, c'est pour construire ton avenir, tes économies, ce que tu mets de côté pour les jours de pluie. Cette autre, c'est pour aider les autres, la générosité est une richesse qui ne se dévalue jamais. Et ce tout petit morceau, celui avec la fève, c'est pour te faire plaisir maintenant, sans regret, parce que la vie est courte. Elle me regardait avec ses yeux pétillants de malice. L'argent n'est pas un but, Adeline, me répétait-elle souvent. C'est un outil. Un outil pour ta liberté. Ne deviens jamais son esclave. Grâce à elle, à 12 ans, j'avais mon propre carnet de comptes, où je notais scrupuleusement chaque centime gagné en faisant du babysitting. À 16 ans, j'ouvrais mon premier plan d'épargne. Pendant ce temps, Morgane, de 3 ans mon aînée, vivait dans un autre monde. Elle se moquait de mes carnets. Elle est tellement radine, disait-elle en riant à nos parents. On dirait une vieille avant l'heure. Et mes parents, Didier et Martine, au lieu de la corriger, riaient avec elle, avant de lui glisser un billet de 50 € pour ses petites dépenses. Ces petites dépenses étaient des vêtements de marque, des sorties, des gadgets inutiles. La première vraie fissure, celle qui a marqué le début de la fin, est apparue quand j'avais 14 ans. J'avais économisé pendant une année entière, chaque pièce, chaque billet, pour m'acheter un appareil photo réflexe d'occasion que j'avais repéré chez un photographe du quartier. La photographie était ma passion. J'avais enfin la somme exacte. Le lendemain, je devais aller le chercher. Mais ce soir-là, Morgane, pour impressionner un garçon, a pris le scooter de notre voisin sans sa permission et l'a encastré dans un mur. Les réparations coûtaient une petite fortune. Une fortune que mes parents n'avaient pas. Ils sont venus dans ma chambre ce soir-là. Ma mère avait les yeux rouges, mon père le visage fermé. Adeline, ma chérie, a commencé ma mère d'une voix mielleuse. Morgane a fait une bêtise. Nous avons un petit souci. On te remboursera dès que possible, c'est promis. Ils n'ont pas attendu ma réponse. Ils ont pris la boîte en métal où je gardais précieusement mon argent et l'ont vidée. La promesse, bien sûr, n'a jamais été tenue. Le lendemain, je suis passée devant la boutique du photographe. L'appareil photo n'était plus dans la vitrine. Une pancarte vendue avait pris sa place. J'ai senti une douleur si vive dans ma poitrine que j'ai eu du mal à respirer. Ce n'était pas l'argent. C'était la trahison. Pour regagner cette somme, j'ai dû prendre un travail le week-end dans une pâtisserie, les mains couvertes d'ampoules à force de nettoyer des plaques de cuisson brûlantes, l'odeur de sucre écœurante imprégnée dans mes cheveux. C'est ce jour-là que j'ai compris une vérité douloureuse et fondamentale. Dans cette famille, mon travail, mes rêves, mes efforts, tout cela serait toujours sacrifiable sur l'autel des caprices de ma sœur. Je pensais que c'était juste une injustice d'enfance, une blessure qui guérirait avec le temps. Mais j'avais tort. Ce n'était que la fondation sur laquelle allait se construire une trahison bien plus grande, bien plus destructrice. L'adolescence et le passage à l'âge adulte n'ont fait qu'accentuer ce fossé abyssal entre ma sœur et moi. Quand est venu le temps des études supérieures, mes parents n'ont pas hésité une seconde. Ils ont financé sans discuter une école de commerce privée et hors de prix à Paris pour Morgane. Ses appels à la maison étaient une litanie de plaintes et de demandes. Elle avait besoin de plus d'argent pour des livres qui n'existaient pas,
pour un stage non rémunéré qui était en réalité une excuse pour faire la fête, pour un nouveau manteau d'hiver, parce que celui de l'année dernière était démodé. Chaque échec scolaire, chaque partiel raté était justifié par des professeurs incompétents ou des matières inintéressantes. Et à chaque fois, mes parents signaient un nouveau chèque, là maintenant dans sa bulle d'irresponsabilité. Pendant ce temps, je vivais dans un petit studio de 15 mètres carrés à Marseille, dans un quartier populaire. J'avais obtenu une bourse au mérite qui couvrait une partie de mes frais de scolarité à l'université publique, mais pour le reste, je devais me débrouiller. Je jonglais entre mes cours en amphi, un travail de vendeuse le week-end sur la rue Saint-Ferréol, et des heures de babysitting en soirée. Je comptais chaque euro, chaque repas était un calcul. Quand Morgane m'appelait pour se plaindre que le champagne de la soirée de la veille n'était pas assez frais, j'étais en train de manger des pâtes au beurre pour le 3e jour consécutif. Mais la malveillance de Morgane n'était pas seulement passive, elle était active et vicieuse. Lors de ma dernière année de master en communication, j'avais une présentation orale qui pouvait changer ma vie. Elle comptait pour 50% de ma note finale et pouvait me garantir un stage de fin d'études dans une des plus grandes agences de publicité de la région. J'y travaillais depuis des semaines, nuit et jour. C'était mon billet pour l'indépendance, ma chance de prouver ma valeur. La veille de la présentation, Morgane, de passage, surprise, à Marseille, a insisté pour venir dormir chez moi. Elle disait vouloir m'encourager. J'ai été stupide, j'ai accepté, touchée par cette soudaine attention. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai trouvé mon ordinateur portable sur la petite table du salon, noyé sous une grande tasse de café, renversée accidentellement, pendant la nuit. Tout mon travail, mes recherches, ma présentation, tout était perdu. La panique m'a saisi, une vague glacée qui menaçait de me paralyser. Oh, je suis tellement désolée, petite sœur. Je suis si maladroite, a-t-elle dit avec une fausse compassion, mais j'ai vu, l'espace d'une fraction de seconde, un éclair de triomphe dans ses yeux. C'était son but. Elle ne supportait pas l'idée que je puisse réussir là où elle échouait. Poussée par une adrénaline née du désespoir le plus total, j'ai couru à la bibliothèque universitaire. Une amie, Amandine, m'a prêté son ordinateur. J'ai passé les 6 heures suivantes à refaire tout mon travail de mémoire, sans mes notes, sans mes sources. J'ai fait ma présentation, portée par la rage et le manque de sommeil. Et j'ai réussi. J'ai eu la meilleure note de la promotion, et j'ai obtenu le stage. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ils ont simplement dit « C'est bien. On n'en attendait pas moins de toi. » Quelques semaines plus tard, quand Morgane a fièrement annoncé qu'elle avait eu un décembre 2020 à un partiel qu'elle avait déjà raté 2 fois, ils ont ouvert une bouteille de champagne pour célébrer son exploit. C'est là que j'ai compris. Ma réussite était un dû, une évidence qui ne méritait aucune reconnaissance. Sa médiocrité, en revanche, était un triomphe qui méritait d'être fêté. Leur favoritisme n'était pas seulement financier, il était profondément émotionnel. Et cette blessure-là, la blessure de l'indifférence, était la plus profonde de toutes. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Comment auriez-vous réagi face à une telle trahison de la part de votre propre sœur? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de dynamique familiale destructrice. J'avais appris à ne plus attendre leur approbation. Mais je n'avais pas encore appris à me protéger de leur cruauté, surtout quand elle visait la seule personne qui m'avait vraiment, inconditionnellement, aimé. L'année dernière, le diagnostic est tombé comme une sentence de mort. Cancer du pancréas, phase terminale. Le monde s'est effondré autour de moi quand j'ai entendu les mots du médecin concernant ma grand-mère, Geneviève. Elle, mon roc, mon phare dans la tempête, mon unique allié, était en train de s'éteindre. Sans une seconde d'hésitation, j'ai mis ma carrière entre parenthèses. J'ai pris un congé sans solde, j'ai réorganisé toute ma vie. Mes journées sont devenues une routine rythmée par les allers-retours entre mon appartement et l'hôpital de la Timone à Marseille. 6 mois passés dans les couloirs aseptisés, à l'odeur d'éther et de désinfectant. 6 mois à lui tenir la main pendant que le poison de la chimiothérapie coulait dans ses veines, à lui lire ses romans policiers préférés d'une voix que je forçais à être gaie, à humidifier ses lèvres, à m'assurer qu'elle ne souffrait pas trop. C'était épuisant, physiquement et émotionnellement, mais chaque seconde passée à ses côtés était un trésor. Nous parlions beaucoup.
Elle me racontait son enfance, son amour pour mon grand-père, ses regrets, ses fiertés. C'était comme si elle me transmettait l'essence de sa vie avant de partir. Morgane est venue la voir 2 fois. 2 visites qui étaient des insultes à la dignité de ma grand-mère. La première fois, elle est arrivée les mains vides, s'est plainte pendant 20 minutes de son patron et de son manque d'argent, avant de demander sans aucune gêne à notre grand-mère mourante un petit prêt pour lancer une ridicule marque de bijoux fantaisie. C'est un investissement sûr, Maminou, a-t-elle osé dire. Geneviève, avec la grâce et la force qui la caractérisaient même sur son lit de mort, a poliment refusé, prétextant que ses finances étaient compliquées. La deuxième visite était encore pire. C'était quelques jours avant la fin. Morgane est restée à peine 10 minutes, visiblement mal à l'aise. Après son départ, alors que j'aidais l'infirmière à changer les draps de ma grand-mère, j'ai remarqué que la broche en perles qu'elle portait toujours sur sa table de chevet avait disparu. Ce n'était pas un bijou de grande valeur marchande, mais sa valeur sentimentale était inestimable. C'était le premier cadeau que mon grand-père lui avait fait pour leur fiançailles. C'était tout un symbole. Quand je l'ai mentionné, ma grand-mère a fermé les yeux, une larme unique coulant lentement sur sa joue parcheminée. « Je sais que c'est elle, Adeline, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. Mais je ne veux pas d'histoire. Ça ne sert plus à rien. Laisse tomber. » La voir si résignée, si blessée par la bassesse de sa propre petite-fille, a allumé en moi un feu nouveau. Une colère froide et déterminée. Ce n'était plus une question d'argent, de favoritisme ou d'injustice. C'était une question de décence humaine la plus élémentaire. Morgane n'avait pas seulement volé un bijou, elle avait volé un souvenir, un symbole de l'amour de toute une vie, à une femme qui n'avait plus que quelques jours à vivre. Cette profanation était la trahison ultime, l'acte impardonnable. Le soir même, alors que je la veillais, sentant que la fin était proche, elle a attrapé ma main. Sa poigne était étonnamment forte. Son regard, autrefois pétillant de vie, était maintenant d'une lucidité perçante, comme si elle voyait au-delà du visible. « Adeline, a-t-elle dit, sa voix un peu plus forte que d'habitude, chargée d'une urgence soudaine. Nous devons agir. Maintenant. Et nous devons le faire en silence. » C'est à ce moment précis que j'ai su que le jeu avait changé pour de bon. La gentille et compréhensive Adeline était en train de disparaître, consumée par une juste colère. Elle était remplacée par une femme déterminée à protéger l'héritage et l'honneur de la seule personne qui l'avait vraiment aimée, quel qu'en soit le prix. Les instructions de ma grand-mère étaient claires, précises, comme si elle avait préparé ce moment depuis longtemps. Dès le lendemain, j'ai appelé son notaire et conseiller de longue date, Maître Durand. Son cabinet, situé dans une vieille rue pavée d'Aix, sentait le cuir, le bois ciré et la confiance. Maître Durand est un homme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant mais à l'esprit aussi affûté qu'une lame de rasoir. Il n'a pas été surpris par mon appel. « J'attendais votre appel, mademoiselle Adeline, m'a-t-il dit d'une voix calme et posée. Votre grand-mère était une femme d'une intelligence et d'une prévoyance remarquables. Elle anticipait ce genre de situation familiale compliquée depuis des années. Nous avons agi vite, dans la plus grande discrétion. La première personne que nous avons mise dans la confidence fut ma grand-tante Isabelle, la sœur cadette de Geneviève et ma marraine. Isabelle a toujours été la voix de la raison dans notre famille, la seule à oser critiquer ouvertement le favoritisme aveugle de mes parents envers Morgane. Elle n'a pas hésité une seule seconde à nous aider. Il était temps, a-t-elle simplement dit, son visage grave. Ta grand-mère a trop longtemps souffert de voir ce qu'il faisait de Morgane, et de toi. Sur les conseils avisés de Maître Durand, nous avons utilisé un outil juridique puissant et très courant en France, un outil conçu spécifiquement pour protéger le capital et le transmettre en dehors des règles de succession classiques. Nous avons mis en place un contrat d'assurance vie. Ce n'était pas une assurance ordinaire. C'était une structure complexe, un véritable coffre-fort juridique. Ma grand-mère m'a désigné comme l'unique bénéficiaire de ce contrat. Légalement, en France, les fonds placés dans une assurance vie n'entrent pas dans la succession. Ils sont transmis hors succession, ce qui les rend quasiment intouchables par les autres héritiers légaux. C'était un coup de maître. En quelques semaines, avec l'aide précieuse d'Isabelle qui servait de témoin et s'occupait de la paperasse, faisant les allers-retours entre l'hôpital et le cabinet du notaire, nous avons transféré la quasi-totalité des actifs de Geneviève.
Ses économies, son portefeuille d'actions, et même l'argent de la vente récente de son appartement, tout a été placé dans ce contrat blindé. Pour une sécurité supplémentaire, Maître Durand a été officiellement désigné comme cogestionnaire, ce qui signifiait qu'aucune transaction majeure ne pouvait être effectuée sans sa double approbation. Un soir, alors que nous regardions les lumières de la ville depuis sa chambre d'hôpital, elle m'a expliqué sa décision finale. « J'aime ta mère et ton père », a-t-elle dit, sa voix faible mais ferme. Mais leur amour pour Morgane les a rendus aveugles et faibles. Ils l'ont transformée en une enfant gâtée, une adulte incapable de survivre sans leur aide constante. Cet argent, entre leurs mains, disparaîtrait en moins d'1 an, englouti par les dettes, les caprices et les mauvais choix de ta sœur. Ce n'est pas un cadeau que je te fais, Adeline. C'est une responsabilité. La responsabilité de faire fructifier le travail de toute une vie, et de te protéger toi-même. Tante Isabelle, présente ce soir-là, a acquiescé silencieusement, les larmes aux yeux. Elle nous a alors raconté des histoires que j'ignorais, des fois où mes parents avaient dû hypothéquer une partie de leur maison pour payer les dettes de jeu de Morgane à Paris, des mensonges qu'ils avaient inventés à toute la famille pour couvrir ses échecs professionnels successifs. Quand tous les documents ont été signés, paraphés et sécurisés, un calme visible, une paix profonde, s'est emparé de ma grand-mère. C'était comme si un poids énorme venait de lui être retiré des épaules. Maintenant, a-t-elle chuchoté en me serrant la main, un dernier sourire éclairant son visage fatigué. Maintenant, je peux partir tranquille. Elle est partie 2 jours plus tard, dans son sommeil. Elle est partie en paix, convaincue d'avoir mis son héritage à l'abri. Elle ne savait pas que ma guerre, elle, ne faisait que commencer. 3 semaines après les funérailles, le fameux texto de mon père est arrivé. En conduisant vers la maison, un étrange calme m'habitait. Ce n'était plus de la peur, ni même de la colère. C'était une sorte de détermination froide, une lucidité presque chirurgicale. Je savais ce qui m'attendait. Je savais ce que je devais faire. J'ai garé ma vieille Clio à côté du SUV de luxe que Morgane louait à la semaine, un symbole arrogant de sa vie à crédit. Le contraste était presque comique. À l'intérieur, la pièce de théâtre a commencé, comme je l'avais prévu. Les sourires forcés, les questions faussement attentionnées de ma mère. Alors, le travail, ça va ma chérie, tu n'as pas l'air trop fatiguée ? La fausse indifférence de mon père, cachée derrière son journal. L'ennui ostentatoire de Morgane, qui faisait semblant de ne pas remarquer ma présence. L'atmosphère était lourde, irrespirable. Je cherche juste un vieux livre de recettes de grand-mère, ai-je prétexté pour m'éclipser dans le bureau de mon père. Mon cœur battait un peu plus vite. Je savais que c'était risqué, mais mon intuition, cette petite voix intérieure affûtée par des années de méfiance, me disait que je devais le faire. Le bureau était la seule pièce de la maison où mon père était vraiment lui-même. C'était son sanctuaire. L'ordinateur portable était en veille sur le bureau en acajou. Je l'ai réactivé d'un simple mouvement de la souris. Il n'y avait pas de mot de passe. Mon père, dans son arrogance, n'avait jamais pensé que quelqu'un oserait fouiller dans ses affaires. Sur le bureau de l'ordinateur, un fichier Excel a immédiatement attiré mon attention. Son nom était d'une banalité trompeuse, budget famille. Par une impulsion irrésistible, j'ai cliqué. Ce n'était pas un budget. C'était un registre. Un registre méticuleux et détaillé de toutes les aides financières, de tous les prêts, de tous les sauvetages accordés à Morgane au cours des 5 dernières années. Prêt pour une voiture, aide pour le loyer de son appartement parisien, renflouage de découverts bancaires, paiement de factures de cartes de crédit. La liste était interminable. J'ai fait défiler les lignes, le souffle coupé. Tout en bas de la feuille de calcul, dans une cellule, la somme totale calculée automatiquement m'a donné le vertige, 152 480 €. À côté de chaque ligne, dans une colonne intitulée « Statut », mon père avait écrit la même mention, encore et encore, non remboursé. C'était la preuve. La preuve irréfutable de leur partialité, la justification de toutes les injustices, de toutes les frustrations, de toutes les larmes que j'avais ravalées pendant des années. C'était mon assurance vie, à moi. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. J'ai sorti mon téléphone et, méthodiquement, j'ai pris en photo l'écran, ligne par ligne, en m'assurant que chaque chiffre était lisible.
Je suis sortie du bureau et me suis enfermée dans les toilettes du rez-de-chaussée. J'ai envoyé un texto rapide à ma meilleure amie, Amandine. Le plan est en marche. J'ai la preuve. Ils sont en train de tomber dans le panneau. Sa réponse a été instantanée, un simple mot qui valait tous les discours, enfin. Son soutien était comme une armure invisible. J'ai rincé mon visage à l'eau froide, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. La jeune fille craintive et avide d'approbation avait disparu. À sa place se tenait une femme qui connaissait sa valeur, qui connaissait la vérité, et qui était prête à se battre pour elle. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé ma robe, et je suis retournée dans le salon. Le rideau allait se lever. Et j'étais prête à jouer mon rôle à la perfection. Nous étions à table. La daube, autrefois mon plat réconfortant par excellence, avait un goût de cendre et de trahison dans ma bouche. Le cliquetis des couverts sur les assiettes était le seul son qui brisait le silence tendu. Chacun jouait son rôle. Ma mère, l'hôtesse parfaite, me resservait sans que je le demande. Mon père mastiquait lentement, le visage fermé. Morgane picorait dans son assiette d'un air dédaigneux. C'est mon père qui a brisé le charme empoisonné, en posant cérémonieusement sa fourchette et son couteau en croix sur son assiette. Le signal. Adeline, a-t-il commencé de sa voix la plus sérieuse, cette voix de patriarche qu'il utilisait pour les discussions d'adultes, comme s'il s'adressait à une employée et non à sa fille. Maintenant que les choses se sont un peu calmées après le décès de ta grand-mère, nous devons parler de l'héritage. Ma mère a immédiatement enchaîné, comme une actrice bien répétée. Ta sœur, Morgane, comme tu le sais, traverse une période très difficile. Ses affaires ne marchent pas bien, le marché est compliqué. Elle récitait sa leçon, les yeux fuyants. Et comme tu as une situation stable, un bon travail, un appartement, il nous semble juste et normal qu'une partie significative de l'héritage lui revienne pour l'aider à se relancer. Ils ne demandaient pas. Ils n'exploraient pas des options. Ils affirmaient. Ils décrétaient. Mon argent, l'héritage sacré de ma grand-mère, était déjà considéré comme la solution à leurs problèmes, la rustine sur les échecs de leur fille préférée. J'ai gardé mon calme, un calme qui semblait les déconcerter. Difficile comment, ai-je demandé, mon ton parfaitement neutre, comme si je parlais d'une connaissance lointaine. Oh, tu sais, a soupiré Morgane avec un air dramatique qui aurait pu lui valoir un prix d'interprétation. C'est la crise. Des investissements qui n'ont pas porté leurs fruits comme prévu. Des créanciers qui deviennent un peu trop impatients. Des investissements, ai-je répété doucement, en la regardant droit dans les yeux. Un petit sourire flottait sur mes lèvres. Des investissements intéressants. Tu parles de l'acompte pour ton appartement de luxe avec vue sur mer à Marseille? Ou de la location longue durée de la voiture qui est garée dehors? Ou peut-être de ce merveilleux voyage à Bali dont tu as posté toutes les photos sur Instagram le mois dernier? Ça avait l'air d'un investissement très relaxant. Le visage de Morgane est passé du rose au blanc en une fraction de seconde. Ma mère a laissé tomber sa fourchette, qui a heurté l'assiette en faïence dans un bruit sec et strident. Mon père m'a fusillé du regard, ses sourcils froncés. Cela ne te regarde absolument pas, a-t-il grondé, sa voix vibrant de colère contenue. Au contraire, ai-je rétorqué, ma voix toujours aussi calme, presque enjouée. Cela me regarde au plus haut point si vous vous attendez à ce que ce soit moi, ou plutôt l'argent de grand-mère, qui paie pour ce train de vie. Pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, de quelle somme parlons-nous exactement? Mon père n'a pas scié. Il a annoncé le chiffre comme s'il était parfaitement raisonnable. Nous pensons qu'environ 250 000 € devraient suffire. Ça devrait couvrir ses dettes les plus urgentes et lui donner un nouveau départ, une base saine. La somme était absurde, délirante. C'était probablement la totalité de ce qu'ils imaginaient que ma grand-mère avait laissé. Ils voulaient tout prendre, ne rien me laisser. Je les ai regardés un par un, lentement. Ma mère, qui fixait son assiette comme si sa vie en dépendait. Ma sœur, qui avait retrouvé un peu de contenance et affichait maintenant un air de défi arrogant, comme si cet argent lui était dû. Et mon père, dont le visage était dur comme la pierre, inflexible, convaincu de son bon droit. Il n'y avait aucun amour, aucune sollicitude dans leurs yeux. Seulement de la cupidité, froide et nue. Ils étaient tellement sûrs d'eux, tellement convaincus de leur pouvoir sur moi,
tellement habitués à ce que je cède. Mais ils ignoraient une chose essentielle. La partie d'échecs était déjà terminée. Et ils étaient en échec et mat depuis le début. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le fait est, a dit mon père en se penchant en avant par-dessus la table, sa voix pleine d'une autorité paternelle qu'il pensait encore avoir sur moi. Il a pointé son doigt vers moi. Que dans une famille, on se soutient. C'est le principe. Morgane a besoin de cet argent. Elle est plus fragile que toi. Elle en a plus besoin que toi. C'est aussi simple que ça. Ce fut la phrase de trop. La condescendance, le mépris, cette façon de nier toute ma vie de travail et de sacrifice pour justifier leur injustice, tout a reflué. Le calme que je m'étais imposé a commencé à se fissurer, laissant place à une colère froide et tranchante. Se soutenir, ai-je répété, et cette fois, il n'y avait plus aucune chaleur dans ma voix. C'était le bruit de la glace qui se brise. Vous appelez ça du soutien? Se soutenir, c'est peut-être falsifier ma signature sur les documents de virement que j'ai vus sur la table du couloir en arrivant? Le silence qui est tombé sur la pièce était absolu. Un silence si lourd, si total, qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. C'était comme si j'avais jeté une grenade au milieu du dîner. De quoi tu parles? Tu es folle, a bégayé ma mère, son visage passant du blanc au rouge en quelques secondes. Je parle de crime, ai-je répondu, en les regardant droit dans les yeux, un par un, sans ciller. Je parle de la loi. En droit français, ça s'appelle le faux et usage de faux. C'est un délit pénal. C'est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Vous devriez le savoir, papa, vous qui êtes si à cheval sur les principes. Comment oses-tu? Tu nous menaces, a hurlé Morgane, se levant d'un bond, sa chaise manquant de basculer. C'est à ce moment précis, comme dans un film parfaitement scénarisé, que mon téléphone, posé sur la table à côté de mon assiette, a vibré et s'est allumé. Sur l'écran, une notification en lettres rouges clignotait, impossible à ignorer, alerte sécurité, tentative d'accès non autorisée détectée sur le compte fiduciaire. Je l'ai pris lentement, savourant l'instant. Je leur ai montré l'écran. Ceci est une alerte mise en place par Maître Durand, le notaire de grand-mère. Elle est directement reliée à son cabinet et à la cellule de fraude de la banque. Il m'a expliqué que la première tentative ne faisait que déclencher une alerte. La deuxième, en revanche, enclenche automatiquement un rapport officiel aux autorités pour vol d'identité et tentative d'escroquerie. Alors, qui veut réessayer? La panique a remplacé la colère sur leur visage. C'était un spectacle à la fois magnifique et pathétique. Éteins ça. Éteins ça tout de suite, a supplié ma mère, les larmes commençant à couler sur son maquillage. Morgane, dans un geste insensé, s'est jetée en avant par-dessus la table pour attraper mon téléphone, mais je l'ai retiré vivement. C'est inutile, ai-je dit en me levant à mon tour. Ma voix était forte, claire, sans une once de tremblement. J'avais le pouvoir maintenant. C'est inutile, parce qu'il n'y a rien à voler. Il y a plusieurs mois, avant son décès, grand-mère a pris ses dispositions. Elle a transféré la totalité de ses actifs dans un contrat d'assurance vie. Un contrat dont je suis l'unique et seul bénéficiaire. Légalement, cet argent est à moi, et seulement à moi. Il est intouchable, hors succession. La succession que vous essayez de piller, est une coquille vide. Il y a exactement 1 € sur le compte fiduciaire. Juste assez pour qu'il reste ouvert. Leur plan, leur monde, leur arrogance, tout s'effondrait sous leurs yeux. Le choc sur leur visage s'est transformé en une haine pure, venimeuse. Les insultes ont commencé à pleuvoir, désordonnées, désespérées. Égoïste, sans cœur, profiteuse, tu as toujours été sa préférée, tu l'as manipulée. En les regardant se débattre dans les ruines de leur propre cupidité, je n'ai pas ressenti le triomphe que j'avais imaginé. Juste une immense et profonde tristesse. J'ai regardé ma mère en pleurs, mon père le visage défait, ma sœur tremblante de rage. Et pour la première fois, je ne les ai pas vus comme ma famille. J'ai vu des étrangers. Des étrangers dangereux.
Ils n'ont pas abandonné tout de suite. L'humiliation et la rage étaient des moteurs trop puissants. Aveuglés par leur déni, ils ont fait l'erreur de croire que leur statut ou leur relation pourrait renverser la situation. Ils ont engagé un avocat à Marseille, un de ces ténors du barreau connus pour être des requins, et ont intenté une action en justice. Leur argument était aussi faible que prévisible. Ils ont tenté de contester la validité du contrat d'assurance vie en arguant que ma grand-mère, affaiblie par la maladie, n'était plus saine d'esprit au moment de la signature et que j'avais exercé une influence indue sur elle. Ce fut une erreur stratégique et financière catastrophique pour eux. Maître Durand, mon calme et méthodique notaire, était préparé. Il a présenté une défense en béton armé, un mur infranchissable de preuves. Le dossier médical complet de Geneviève, attestant de sa parfaite lucidité et de ses pleines capacités cognitives jusqu'à ses derniers jours. Les témoignages sous serment de ma tante Isabelle et de 2 infirmières de l'hôpital, qui ont confirmé que ma grand-mère était une femme forte, déterminée et absolument pas influençable. Des expertises graphologiques indépendantes ont confirmé l'authenticité parfaite de sa signature sur tous les documents. Leur plainte a été balayée par le tribunal en quelques semaines à peine. Le juge, dans ses conclusions, a qualifié leur action de « frivole et abusive », soulignant le caractère, parfaitement légal et inattaquable, du montage successoral choisi par ma grand-mère. Pour couronner le tout, ils ont été condamnés non seulement à payer leurs propres frais d'avocat exorbitants, mais aussi une partie des miens, à titre de dédommagement. C'est là que leur château de cartes financier, déjà précaire, a commencé à s'effondrer pour de bon. Privés de l'héritage providentiel qu'ils attendaient, ils se sont retrouvés face à la dure réalité qu'ils avaient toujours fui, les dettes colossales de Morgane, que mes parents avaient naïvement et stupidement co-signées au fil des ans. Les créanciers, qui avaient été patients en attendant le règlement de la succession, ont senti l'odeur du sang. Les lettres de relance se sont transformées en mise en demeure, puis en assignation en justice. La situation est rapidement devenue intenable. Acculés, ils n'ont eu d'autre choix que de déposer un dossier de surendettement des particuliers auprès de la Banque de France. La procédure a été longue, intrusive et profondément humiliante. Des experts ont épluché leurs comptes, leurs dépenses, leur vie entière. Leur bien le plus précieux, le symbole de leur réussite sociale, la maison familiale d'Aix-en-Provence où j'avais grandi, a dû être mis en vente pour éponger une partie des dettes. Un jour, en passant en voiture, j'ai vu le panneau « à vendre » planté dans le jardin. Une vague d'émotions contradictoires m'a submergée, un pincement de tristesse pour les souvenirs d'enfance, mais aussi un sentiment de justice immanente. Ils ont dû quitter la Provence, leur terre natale, pour s'installer dans un petit appartement de location dans une banlieue grise et anonyme de Lyon, où personne ne les connaissait, où il n'était plus personne. Le SUV de luxe de Morgane a été repris par la société de leasing. Ses sacs de créateurs, ses bijoux, tout ce qui avait de la valeur a été vendu aux enchères. Mon père, qui avait toujours été si fier de sa situation, a vu son plan de retraite s'envoler en fumée. Ma mère, qui n'avait pas travaillé depuis plus de 30 ans, a dû trouver un travail de caissière dans un supermarché pour joindre les deux bouts. Ils avaient tout perdu. Leur maison, leur statut social, leur sécurité financière, leur fierté. Ils avaient tout misé sur un héritage qui ne leur était pas destiné, et leur cupidité les avait conduits à une ruine totale et absolue. Et pourtant, ce n'était pas la pire des punitions. La pire était encore à venir. La nouvelle de leur tentative de spoliation, suivie de leur faillite retentissante, s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre cercle familial et amical. Les gens ne sont pas stupides. Beaucoup avaient observé le favoritisme, les injustices et les mensonges pendant des années sans rien dire, par respect pour les aînés, par lâcheté ou par simple indifférence. Mais maintenant, la vérité était exposée au grand jour, crue et indéniable. L'isolement a été progressif, mais total. Ce ne fut pas une exclusion violente, mais une lente et inexorable mise à l'écart. Les invitations pour les dîners, les anniversaires, les fêtes de Noël se sont faites de plus en plus rares, jusqu'à disparaître complètement. Les appels téléphoniques se sont espacés. Les amis de longue date de mes parents ont commencé à traverser la rue pour ne pas avoir à les saluer. Ma tante Isabelle, avec son franc-parler légendaire, a joué un rôle clé.
Lors des rares réunions de famille auxquelles mes parents et ma sœur osaient encore se montrer au début, elle n'a pas hésité à raconter la véritable histoire, à défendre la mémoire de sa sœur et à condamner leur comportement. Geneviève savait ce qu'elle faisait, disait-elle d'une voix forte pour que tout le monde entende. Elle voulait protéger le fruit de son travail de la cupidité et de l'irresponsabilité. Le cercle social de Morgane, entièrement construit sur l'apparence, l'argent et la superficialité, s'est évaporé du jour au lendemain. Ses amis n'avaient que faire d'une fille ruinée et déshonorée. Elle est devenue un paria. J'ai commencé à recevoir des appels et des messages, de plus en plus désespérés. D'abord, des textos rageurs de Morgane, pleins d'insultes et d'accusations. Je les ai lus et effacés sans répondre. Puis des appels en pleurs de ma mère. Des messages vocaux longs et décousus, où se mêlaient les reproches, l'apitoiement sur son sort et les tentatives de manipulation affective. Comment peux-tu nous faire ça? Nous sommes ta famille, tu nous laisses tomber dans le besoin alors que tu es riche maintenant. Un soir, tard, j'ai reçu un long message vocal de ma mère qui était différent. Sa voix était brisée, sans artifice. Pour la première fois, je n'ai pas entendu de manipulation, mais un désespoir authentique, une prise de conscience tardive et douloureuse. Elle pleurait, non pas de rage, mais de regret. « Pardonne-moi, Adeline », sanglotait-elle. J'ai tout gâché. J'ai été une mauvaise mère. J'ai été aveugle. Pardonne-moi. Ce message m'a transpercé le cœur. Une partie de moi, la petite fille qui avait toujours cherché son approbation, voulait la rappeler, lui dire que tout irait bien, que nous pouvions tout arranger. Mais la voix de ma grand-mère, la voix de la raison et de l'expérience, résonnait plus fort, protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Je savais que si je répondais, si j'ouvrais la porte ne serait-ce que d'un millimètre, le cycle toxique, la manipulation, les sacrifices, tout recommencerait. C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais j'ai effacé le message sans répondre. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai bloqué leur profil sur les réseaux sociaux. J'ai coupé les ponts. Définitivement. Non par haine, mais par instinct de survie. Leur monde s'était rétréci jusqu'à n'être plus qu'une prison de regrets et de solitude. Le mien, enfin libéré de leur poids écrasant, commençait à peine à s'étendre. Mais couper les liens avec sa propre famille, même une famille toxique, laisse un vide. Un silence assourdissant qu'il faut apprendre à apprivoiser et à combler. 1 an a passé. La tempête s'est calmée, laissant derrière elle un paysage dévasté mais aussi une terre vierge, prête à être cultivée à nouveau. La première étape, la plus cruciale, a été de m'occuper de moi, de réparer les dégâts invisibles que des années de négligence émotionnelle avaient causés. J'ai commencé une thérapie avec une psychologue formidable à Aix, le docteur Fournier. Dans la sécurité de son cabinet, semaine après semaine, j'ai déballé des décennies de ressentiments refoulés, de tristesse, de colère et de ce sentiment tenace d'invisibilité. J'ai pleuré la famille que j'aurais dû avoir, la mère que je n'ai jamais eue, la sœur qui aurait dû être mon allié. La thérapie m'a donné des outils pour comprendre. J'ai appris à identifier les schémas toxiques qui régissaient ma famille, la dynamique du bouc émissaire, moi, et de l'enfant en or, Morgane, la codépendance de ma mère qui sacrifiait tout pour maintenir une fausse paix, le narcissisme de mon père qui ne voyait ses enfants que comme des extensions de lui-même. J'ai compris que ma décision de couper les ponts n'était pas un acte de cruauté ou d'abandon, mais le plus grand acte d'amour et de respect que je pouvais m'offrir à moi-même. Ce fut une libération. Ensuite, je me suis occupée de l'héritage de Geneviève. Cet argent, gagné à la sueur de son front et protégé avec tant de clairvoyance et de courage, ne pouvait pas simplement dormir sur un compte en banque. Il devait avoir un sens, une âme. Il devait continuer à vivre selon ses valeurs. J'ai utilisé une partie significative des fonds pour créer la Fondation Geneviève, la boussole financière. Une petite association à but non lucratif, basée en Provence, dédiée à l'éducation financière des jeunes adultes et surtout, des femmes en situation de précarité ou sortant de relations abusives. Nous avons mis en place des ateliers gratuits dans les centres sociaux, les maisons de quartier. Nous n'enseignons pas seulement à faire un budget ou à investir en bourse. Nous parlons de la manipulation financière au sein des familles, de la pression affective, de l'importance de poser des limites claires et saines.
Nous donnons aux gens les outils non seulement pour gérer leur argent, mais aussi pour protéger leur bien-être mental et émotionnel, pour regagner leur indépendance et leur estime de soi. Le mois dernier, j'ai reçu un email d'une jeune femme qui a participé à un de nos ateliers. Elle m'a raconté comment, grâce à ce qu'elle avait appris, elle avait trouvé le courage de refuser de se porter caution pour un prêt contracté par son frère pour un projet insensé, un projet qui aurait pu la ruiner. Pour la première fois de ma vie, écrivait-elle, je n'ai pas eu l'impression d'être égoïste. J'ai eu l'impression d'être responsable. En lisant ces mots, les larmes me sont montées aux yeux. Des larmes de joie. L'héritage de ma grand-mère n'était pas dans un compte en banque. Il était là, dans ce mail, dans la force retrouvée de cette jeune femme. Il était vivant. Il se transmettait. Il était devenu une force de changement positif dans la vie des autres. L'héritage de Geneviève était devenu une boussole pour ceux qui, comme moi autrefois, se sentaient perdus dans le brouillard des obligations familiales toxiques. J'avais trouvé ma mission. J'avais transformé ma douleur en pouvoir. J'avais donné un sens à mon histoire. Mais il me manquait encore une chose essentielle pour que ma reconstruction soit complète. Une famille. Mon long et parfois douloureux voyage de guérison m'a appris une leçon fondamentale, une vérité que l'on ne nous enseigne pas assez. La famille n'est pas toujours celle du sang, celle que le destin nous impose. C'est aussi, et parfois surtout, celle que l'on se construit. C'est la famille que l'on choisit. Ma famille choisie, ma vraie famille, s'est formée naturellement autour de moi, comme une évidence. Il y a Amandine, mon amie indéfectible depuis les bancs de l'université, mon roc. Elle a répondu présente à chaque crise, à chaque doute, à chaque appel en pleurs à 3 heures du matin, sans jamais me juger, m'offrant toujours la vérité brute dont j'avais besoin. Il y a ma tante Isabelle, qui a bravé les foudres de sa propre famille pour me soutenir. Elle est devenue la figure maternelle que j'aurais toujours dû avoir, pleine de sagesse, d'un humour piquant et d'un amour inconditionnel. Elle m'appelle chaque dimanche, juste pour prendre des nouvelles. Ce sont eux qui ont célébré avec moi le lancement de la fondation avec une bouteille de champagne, bien meilleure que celle que mes parents avaient ouverte pour la note médiocre de Morgane. Ce sont eux qui m'ont réconforté lors du premier anniversaire de la mort de ma grand-mère, en partageant des souvenirs heureux d'elle au lieu de se lamenter. Ce sont eux qui viennent dîner chez moi sans raison particulière, juste pour le plaisir d'être ensemble, apportant un plat, une bonne bouteille, et surtout, leur présence bienveillante. Nos liens ne sont pas basés sur l'obligation, la dette ou la culpabilité. Ils sont basés sur le respect mutuel, le soutien inconditionnel et l'affection sincère. Je ne suis plus en colère. La thérapie m'a aidé à transformer la rage en compréhension, et la tristesse en une forme d'acceptation paisible. Je ne suis pas guérie, car on ne guérit jamais complètement de certaines blessures. Mais j'ai appris à vivre avec mes cicatrices. Elles font partie de mon histoire. Elles me rappellent le chemin parcouru. Je n'attends plus d'excuses de la part de mes parents ou de ma sœur. Je n'espère plus de changements miraculeux. Je leur souhaite, de très loin, de trouver un jour la paix, pour eux-mêmes. Mon expérience, aussi douloureuse soit-elle, m'a enseigné des vérités essentielles que je porte en moi chaque jour comme un talisman. Poser des limites saines n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de préservation de soi qui est non seulement nécessaire, mais vital. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous donnez aux autres ou des sacrifices que vous faites. Elle dépend de votre intégrité et du respect que vous vous accordez à vous-même. L'indépendance financière est l'un des piliers de la paix intérieure et de la liberté. C'est une armure contre la manipulation. Et enfin, la vraie famille, celle qui compte, c'est celle qui vous élève, pas celle qui vous tire vers le bas. C'est celle qui applaudit vos succès et qui vous aide à vous relever après vos échecs. Le dernier cadeau de ma grand-mère Geneviève n'était pas l'argent. C'était la liberté. La liberté de choisir ma vie, de choisir mes relations, de choisir qui je voulais être. À tous ceux qui se sentent peut-être piégés dans des relations familiales toxiques, qui se sentent invisibles ou sacrifiés, sachez que vous n'êtes pas seuls. Sachez que vous avez le droit de protéger votre paix, votre santé mentale, votre avenir. Le chemin vers l'épanouissement demande parfois de prendre des décisions difficiles, de laisser certaines personnes derrière soi pour pouvoir enfin avancer et respirer. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour vous protéger ? Partagez votre histoire dans les commentaires, si vous le souhaitez.
Votre expérience, votre courage, pourrait être une lueur d'espoir et une source de force pour quelqu'un d'autre qui en a besoin en ce moment même. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.